Nous allons bientôt commencer notre journée de travail avec en introduction, et pour introduire l'intervention de Mme Hélène Buchet, un petit film court de quelques minutes que la représentation permanente à l'OTAN a fait. Malheureusement, il y a un problème technique et ça sera un peu du cinéma muet, il est sous-titré heureusement, puisque le son ne passe pas sur le film. Le problème va être résolu, mais pas tout de suite. On va, si vous permettez, commencer maintenant en regardant ce petit film. Nous allons le repasser tout à l'heure avec le son. Voilà, j'invite Hélène Buchet à venir me rejoindre et à sur mon intervention. Avec 274 millions de francophones dans le monde, 700 millions de locuteurs prévus à l'année 2050, notre langue a petit longtemps délaissé nos frontières. Et c'est en identité de son origine nationale, un peu, je crois que ça va marcher, non? Ça monte? Alors bon, un peu à la manière d'un auteur congédié par son œuvre. Alors, ça va? Enfin, je ferai tous ces mouvements, mais uniquement français. Le français est aussi devenu une langue que nous avons au moins en partage, et même sans doute un peu plus. C'est une langue que nous avons en commun, en tant qu'elle forme une communauté. Je veux parler de la francophonie. Une communauté qui embrasse une multitude de cultures, qui se nourrissent mutuellement, chacune cultivant également la singularité de la langue française. C'est toute une communauté qu'il faut faire vivre, qu'elle demeure.
Alors, comment la faire vivre? En multipliant bien sûr ce type d'événements, et je remercie le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France auprès de la Belgique, la représentation permanente de l'OIF auprès de l'Union européenne et l'Alliance française de Bruxelles-Europe pour cette organisation. Mais aussi, pour la faire vivre, il faut batailler pied à pied, et je vous prie d'excuser cette sémantique un peu martiale, mais de circonstances quand on travaille à l'OTAN, pour que notre langue soit parlée dans les organisations internationales. Et surtout, il faut démontrer par l'exemple que les enjeux actuels peuvent aussi et doivent aussi être pensés et débattus en français. Au fond, la situation du français à l'OTAN, cela vous permettra d'introduire la première table ronde sur les enjeux des négociations internationales et de la question de la compréhension. L'OTAN, c'est justement, il faut le dire et le répéter, un des espaces d'expression de la francophonie. L'organisation est bilingue depuis sa fondation. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que toutes les réunions officielles sont traduites, tous les comités accueillent des interprètes, que tous les documents sont traduits en français, ou ont une version française, et que le site internet aussi est en anglais et en français. Le secrétariat international, qui est la structure administrative de l'OTAN, compte plusieurs dizaines de traducteurs, d'interprètes, sans lesquels le bilinguisme de l'organisation serait sans doute autrement. Le français, c'est aussi un critère de recrutement, et ça c'est un élément qui compte beaucoup, au sein du secrétariat international. La maîtrise des deux langues officielles est exigée, et la connaissance des deux est valorisée. La secrétaire générale déléguée, Mme Rose Gottemeyer, qui est américaine, parle le français et a fait de très gros efforts, et on voit ce souhait de francophonie. Nous-mêmes, à la représentation française, nous avons évidemment l'obligation de nous exprimer en français dans les réunions officielles, et évidemment nous le faisons. Cette exigence est au demeurant soutenue par l'OIF depuis la déclaration adoptée à l'occasion de la 22e conférence ministérielle de la francophonie en 2006. Au sein de l'OTAN, il y a 4 pays dont le français est une ou la langue officielle. La Belgique, le Canada, le Luxembourg et la France. Nous travaillons chaque jour ensemble à renforcer l'usage du français au sein de l'organisation, parce que les potentialités sont là. Nombre de nos collègues parlent en effet très bien notre langue, mais ils préfèrent s'exprimer en anglais, par habitude, ou peut-être par inhibition ou par discrétion, ce qui est finalement regrettable. La technicité de la langue, l'inquiétude de ne pas être compris ou de faire des fautes, joue souvent notre défaveur. On dit, vous le savez, que le français est une langue difficile. Et nous avons vraiment un rôle à jouer en encourageant nos collègues à communiquer en français, à leur dire qu'ils ne font pas tant de fautes que ça et que ça n'est pas grave, et en rendant notre langue plus visible et plus audible. Alors cette langue, le français, il est très audible dans les couloirs. Comment je me promène, que je vois, souvent les gens parlent en français. Et ils parlent en français parce que les Belgique, évidemment, ça leur sert, mais le grand combat, c'est de faire qu'elle soit plus audible aussi dans les salles de réunion. Et au fond, la défense du plurilinguisme, c'est beaucoup plus que la défense de langue et de plusieurs langues. C'est la défense d'une vision plurielle, c'est la défense de la diversité culturelle, et au fond, c'est aussi la lutte contre l'uniformité. Je pense que dans une enceinte internationale, nous avons besoin d'avoir tout ça aussi. Alors, pour rendre notre langue plus visible, que faisons-nous? Alors, c'est le travail mon travail, c'est du collaborateur, c'est le quotidien. Moi, je vais vous donner quelques exemples. L'an dernier, en 2018, nous avons lancé un certain nombre d'initiatives à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, qui se sont consolidées autour de plusieurs principes. Premièrement, nous sommes engagés dans une démarche inclusive qui intègre l'ensemble des alliés également membres et observateurs de l'OIF. Nous avons développé dans ce cadre un réseau de points de contact OIF au sein des délégations concernées. Cette année, la Journée internationale de la francophonie devint ainsi un événement des alliés de l'OIF et non pas une manifestation uniquement française et d'initiative française. Concrètement, c'est l'Arménie qui est pays partenaire de l'OTAN et qui préside l'OIF en 2019, qui va être partie prenante avec l'événement. Deuxièmement, nous renforçons, nous travaillons en permanence à ce renforcement
des relations avec le secrétariat international de l'OTAN sur le sujet. Je me réjouis d'ailleurs de voir que le secrétariat est souvent lui-même à l'initiative. C'est un sujet qui les intéresse et qui les motive. Par exemple, c'est anecdotique, mais ça a un sens. Il a avancé l'idée du placement par ordre alphabétique des Français au Conseil et dans l'ensemble des comités tout au long de la semaine de la Journée internationale de la francophonie. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes 29h30, nous sommes placés en fonction du placement de notre nom dans l'ordre alphabétique et en langue. Et pendant une semaine, nous changeons de place. Et c'est très intéressant. Et au fond, ça montre aussi comment le regard de la suite est différent, et ça marque les esprits. Nous avons aussi, le secrétariat lance aussi cette année une revue de presse francophone sur une base mensuelle et bientôt bimensuelle. Des cours d'expression écrits en français sont également à l'étude. Et je n'oublie pas bien sûr l'action du CEF de l'orthographe qui organise chaque année son championnat de dictée, un exercice extrêmement français. Vous avez toujours dans cette salle de moi tous les ans, je fais une dictée, je pense que ça fait toujours beaucoup. Troisièmement, et c'est sans doute le plus difficile, nous devons inscrire notre action dans la durée, au-delà des mouvements et des choix des uns et des autres. Au fond, parce que la francophonie, il ne s'agit pas de parler seulement le jour de la francophonie, il faut que ce soit toute l'année, il faut que ce soit une action vraiment dans la durée. Et au-delà de ça, il faut que la francophonie vive. Et c'est pour ça que nous souhaitons que cette journée soit un rendez-vous des francophones, mais aussi un tremplin pour le lancement de toutes ces initiatives dont je vous ai parlé et que nous entretenons au fil du temps et sur lesquelles nous nous montrons très, très vigilants parce que nous avons un rôle évidemment positif, d'incitation, nous avons aussi un rôle de contrôle, à savoir que nous devons rappeler que les documents doivent être en français, nous devons rappeler que les appels doivent être en français. Donc il y a un rôle de stimulation, c'est aussi un rôle de vigilance que nous assumons et que nous assumons avec les autres pays francophones au sein de l'OTAN. Alors, il y a quelques sujets que je veux évoquer devant vous parce qu'ils ont trait aux défis de l'avenir. Le premier, au fond, c'est on entend souvent dire que le français est une langue du passé. Alors, effectivement, 2019 marque les 100 ans du traité de Versailles, le premier traité qui a reconnu l'anglais comme langue officielle, alors que vous le savez, la coutume voulait que le français fut l'unique langue de la diplomatie occidentale depuis le traité d'Utrecht en 1713. L'anglais, par la suite, et je ne vous surprendrai pas, devancer le français comme langue de relation internationale. Alors, est-ce que ça veut dire que le français n'a plus sa place? Moi, je ne le crois pas, en particulier à l'OTAN, parce que c'est une expérience, mais je pense plus largement sur la scène internationale. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'Alliance Atlantique, dans sa démarche post-guerre froide, a développé et a modifié son mode d'action en lançant une série de partenariats, c'est-à-dire de contacts politiques, aussi de soutien à la formation des forces de défense, avec un certain nombre de pays, notamment des pays du Sud. Alors là, j'ai à l'esprit le dialogue méditerranéen qui concerne un certain nombre de pays du Sud et qui compte de nombreux pays en grande partie francophones, comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, ou des pays qui sont membres de l'ONU comme l'Égypte. Il ne faut pas dire que les représentants de ces pays utilisent le français et que les linguistes de l'organisation est évidemment un atout. Et c'est d'autant plus un atout, et cet élément est d'autant plus actuel qu'aujourd'hui, la région Atlantique, qui a des défis sur son front Est, a aussi des défis sur son voisinage oriental, mais aussi sur son front méridional. Et l'Alliance a adopté un cadre pour le Sud qui vise à anticiper les crises et à répondre, à contribuer à la stabilité de l'OTAN apportée par l'OTAN au Sud. Donc la francophonie, c'est un levier puissant de compréhension mutuelle, de dialogue avec nos partenaires de la région à tous les niveaux, politique, diplomatique et militaire. Là, je pense qu'il provient aussi de la mobilisation. Alors là, je vais venir à la conclusion parce que ma conclusion, elle est très simple. Nous ne devons pas entretenir la francophonie pour elle-même. Au contraire, notre langue est la provocation de soutenir nos messages, de soutenir nos valeurs et nos objectifs communs. Nos initiatives, comme les tables rondes, la diffusion de
certainement pas s'inscrire dans une démarche contemplative ou esthétique, aussi belle votre langue locale. Elles ont un promouvoir la langue française comme un outil de la diplomatie francophone et plus largement comme une langue de relations internationales. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous apporter brièvement quelques précisions et informations sur le déroulement de cette journée qui s'annonce dense et passionnante. Tout d'abord, le choix des thèmes de débat. Parmi les sujets qui sont autant de défis pour le multilinguisme de la francophonie, figurent d'autres thèmes que ceux qui ont été choisis pour ces rencontres, comme par exemple les questions autour des langues dans l'économie ou dans les échanges commerciaux, ou encore les problématiques liées à l'enseignement des langues vues sous le prisme linguistique. Ici à Bruxelles, le cycle de conférences organisé par l'Alliance française Bruxelles-Europe et ses partenaires, depuis le printemps 2018, sous le titre « Le monde en archipel », a assez largement abordé ces questions. Les co-organisateurs de cette journée bruxelloise du multilinguisme et de la francophonie ont donc décidé, eu égard à ce format assez court, une journée et une introduction hier soir, de centrer volontairement les débats sur 4 des thèmes des tables rondes auxquelles vous allez assister, ou plutôt auxquelles vous allez participer, puisque nous souhaitons bien sûr qu'il y ait un échange approfondi entre les panélistes et vous-même, qui nous faites l'honneur et le plaisir de votre présence aujourd'hui. Le défi de ces tables rondes sera de parvenir à centrer les échanges sur la formulation de propositions concrètes. Des propositions de politique publique, des propositions de partenariat, des propositions d'initiatives privées, etc., qui viseront à promouvoir concrètement le multilinguisme et la francophonie. De nombreuses réunions, ça a été dit hier, mais je crois que parmi vous, certains n'étaient pas là à la séance introductive d'hier soir, donc permettez-moi de le rappeler, et excusez ceux qui ont assisté à la séance d'hier soir. Donc de nombreuses réunions de niveaux divers ont déjà eu pour focus la description de l'analyse des situations sectorielles et générales concernant le multilinguisme et la francophonie. S'il pourra bien sûr être fait référence à ces analyses, ce n'est pas l'objet de ces rencontres. L'objet de ces rencontres, ce sont les propositions et les recommandations. Les propositions qui seront identifiées seront compilées et diffusées largement comme des contributions du collectif d'experts rassemblés aujourd'hui à Bruxelles. Une autre originalité de ces rencontres sera de vous permettre d'entendre, pendant les pauses et le déjeuner, offerts dans la salle située au premier étage, 4 présentations courtes de solutions numériques appliquées au domaine des langues par leurs concepteurs et promoteurs. Les défis et opportunités posés aux langues, à leur traduction, à leur apprentissage par la révolution numérique sont considérables. Et il est en effet impératif que les implications de ce qui se passe sous nos yeux et qui va s'accélérer avec le développement de l'intelligence artificielle soient mieux connues et prennent de puissance dans la sphère publique et citoyenne. Chaque table ronde ayant une durée d'1h30, celles-ci se découperont en 3 temps principaux. Premier temps, évidemment, les interventions liminaires des panélistes pendant une heure environ. La première intervention des panélistes sera limitée à 8-9 minutes maximum et les modérateurs auront la redoutable tâche de faire respecter cette durée afin que la seconde séquence, celle des échanges avec la salle, puisse se dérouler sans frustration. Second temps, donc, le dialogue avec la salle, avec vous-même, pendant une demi-heure également. Les modérateurs passeront la parole donc à la salle pour plusieurs séries de questions-réponses avec les panélistes. Les questions ou interventions de la salle devront être évidemment nécessairement courtes, 1 minute maximum si possible, et deuxièmement centrées sur les propositions, les éléments de contexte, n'étant utiles que pour expliciter les modalités d'une proposition. La troisième demi-heure sera consacrée à la synthèse et aux compléments à apporter aux principales recommandations identifiées. Donc ces 30 dernières minutes de chaque table ronde permettront ensuite de reprendre les principales recommandations entendues et de centrer les discussions sur les modalités de mise en œuvre de ces recommandations, sous quelles conditions telle ou telle proposition pourra-t-elle entrer en vigueur, quelles conditions financières et budgétaires, quelles conditions politiques ou institutionnelles, les méthodologies d'implémentation, etc. Enfin, permettez-moi de confirmer certains changements dans le programme, qui ne figurent pas dans le programme que vous avez sous les yeux imprimé, puisqu'ils sont postérieurs à cette impression. Tout d'abord, comme cela a été dit hier, le ministre français Jean-Baptiste Lemoyne interviendra à 14h15 et non à 18h15 comme prévu initialement, en raison de contraintes d'agenda prévues. Nous vous serions donc reconnaissants de regagner la salle à partir de 14h à l'issue du déjeuner. Également, Madame Ken, qui
devait intervenir dans la seconde table ronde, avant la directrice générale de la Commission européenne, est gravement souffrante, et nous entendrons donc M. Rossi, de la même direction générale de la Commission, qui a accepté à la dernière minute de remplacer Mme Kent, dont nous lui sommes particulièrement reconnaissants. Madame Laurence Sauer assurera la modération de la 4e table ronde, et après celle-ci, nous entendrons son Excellence l'ambassadeur de Tunisie en Belgique, M. Ben Mosba. Et Mme Laurence Sauer interviendra quant à elle aussi en conclusion, avant l'intervention du ministre d'État, M. Daniel Baclay. Enfin, information pratique, les boissons et la nourriture ne sont pas autorisés dans cette salle, et les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux. Je vous souhaite, avec tous les partenaires organisateurs de cette journée, un dialogue constructif et stimulant. Bonne journée et bon travail à tous. Bonjour à toutes et à toutes, Madame l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire perpétuel. Voilà, après l'excellente et robuste présentation du programme de la méthodologie de cette journée, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec cette première table ronde. Vous voyez, nous sommes prêts depuis déjà une demi-heure pour vous parler. Et cette table ronde est consacrée au droit et plus particulièrement à la question des langues dans les relations internationales. Alors vous l'avez dit, mais je vais le redire encore, elle se situe dans le prolongement des travaux du monde en archipel. Non pas l'archipel des ghettos, mais l'archipel des échanges. Et ces mondes en archipel, ces échanges ont bien montré, en analysant le droit au prisme des langues, que le caractère performatif du langage contribue à façonner les réalités humaines qu'il représente. Et ça, c'est vraiment un premier enseignement. Et le second enseignement, c'est cette relation dialectique entre le droit comme fondement de la vie sociale et les mots qui le pensent, les mots qui l'expriment. Et il en résulte évidemment, et ça c'est le sens de la journée aujourd'hui, un indispensable engagement vers l'Europe. Et l'Europe a un rôle clé à jouer et un monde multilatéral. Alors voilà, des questions précises ont été posées aux panélistes. Je ne sais pas s'il y a une bonne traduction française de ce mot panel, mais on la trouvera peut-être pour cet après-midi. Donc dans l'esprit de cette journée, qui est, comme vous l'avez dit, de formuler des propositions concrètes et opérationnelles, deux questions précises ont été posées aux personnes qui sont là. Comment faciliter la compréhension ou l'intercompréhension, c'est peut-être plus juste, dans les négociations internationales, dans le respect de la diversité culturelle et linguistique. Et la seconde question, tout aussi difficile, quelles sont les politiques à mener ou les solutions à mettre en place pour encourager le multilinguisme dans le droit des négociations internationales. Alors pour répondre à ces questions, peut-être encore bien d'autres, nous avons trois personnalités. Je ne vais pas vous les présenter, non pas qu'elles soient imprésentables, mais c'est parce que vous avez dans votre dossier le curriculum vitae de tout le monde. Donc je ne vais certainement plus vous les présenter. Et vous connaissez la consigne, elle a été rappelée, dire l'essentiel en 9 minutes. Comme les étudiants qui ont parfois passé des années à faire le doctorat et qui doivent le présenter en 180 secondes. Donc vous allez vous montrer à la hauteur. Alors, ambassadeur Ferblé, nous allons commencer par vous. Nous allons commencer par vous. Vous êtes, j'ai envie de dire, dans cette journée multilinguiste, vous êtes multiposte, parce que vous avez occupé une série de postes dans la diplomatie. Vous avez pris ça dans votre dossier, qui est vraiment intéressant. Et puis nous nous sommes rencontrés, c'est que nous avons un élément personnel qui vous tient à cœur dans le conseil d'administration de la King Goodman Foundation des États-Unis. Vous étiez membre, présent ici, donc il y a eu un moment là vraiment de rencontre que j'ai trouvé très bien. Puis j'ai encore eu quelque chose de vous que j'ai envie de dire, parce que ça vous ne trouverez pas dans votre dossier. Donc vous avez fait des études de philosophie, qui est quand même magnifique. Et alors vous avez une vision, j'ai envie de dire, assez moderne de la diplomatie. Et cette vision moderne, c'est de dire que la diplomatie, c'est ce qu'elle fait maintenant, doit être une diplomatie ouverte au public. Et ça, je trouve que c'est un très très bon message. Voilà, vous avez la parole pour vos 8 minutes sanitaires. Voilà, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à pouvoir partager quelques réflexions avec vous. Je tiens particulièrement à remercier Madame l'ambassadeur de France, ici à Bruxelles, avec qui j'ai pu avoir des entretiens fort intéressants, notamment en vue de l'organisation de cette journée. Nous avons une contrainte de temps et je dois raccourcir le discours, le partage de considérations avec vous
Et je serai donc contraint à me former à mon premier chapitre, je crois peut-être en partie au deuxième. Et je veux quand même vous dire ce que je comptais faire. Je comptais d'abord vous dire que combien la relation entre langue et diplomatie est évidente. Il est dans la nature même de la diplomatie qu'on s'exprime au-delà de sa propre langue, tant des langues étrangères, mais plus que parce que diplomatie, c'est très certainement gérer les relations internationales, les relations interpersonnelles et les sociétés, notamment dans des langues qui sont autres que celles de la langue maternelle. Donc ce lien est évident et pour cette raison, je vais quand même faire un petit plaidoyer qui consiste à insister sur la nécessité de connaître des langues étrangères et je partagerai certaines considérations avec vous. Mon deuxième chapitre allait porter sur la gestion de la langue écrite en diplomatie. Comment traite-t-on des traités? L'écrit est stable, doit se stabiliser. Les règles de droit qui gèrent le droit des traités, il y a d'ailleurs une convention de Vienne de 71-71 qui porte là-dessus. Là, je dirais peut-être quelque chose parce que j'ai pu identifier quelques ironies dans ce développement de la gestion de l'écrit en diplomatie. Troisième chapitre aurait porté sur la gestion des langues dans la diplomatie, mais là, la langue parlée, mais là, je passerai outre, et je crois d'ailleurs que les personnes qui vont me suivre vous parleront de cela plus en plus. Commençons avec ce petit chapitre, connaître les langues étrangères, être le diplomate, non pas une option, mais une nécessité. Je m'explique. Et on peut le voir sur deux niveaux. On peut le voir sur le niveau des principes, on peut approcher cette question sur le plan plus pratique, pragmatique, l'utilité de la connaissance des langues étrangères. Mais je commence en insistant non pas sur cet élément utilitaire, mais sur cette nécessité de connaître des langues étrangères, pour la simple raison qu'il est au cœur même de la diplomatie d'être à l'écoute de l'autre. Je crois que là, c'est presque une définition de la diplomatie. La diplomatie, c'est être à l'écoute de l'autre et donc faire un effort de comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, non pas dans le sens technique d'une langue comme véhicule de communication, mais comprendre l'autre dans le sens que se transposer mentalement dans l'esprit de celui qui est votre interlocuteur. Que ce soit dans une situation de négociation, que ce soit dans une situation tout simplement de gestion des relations internationales. Et cet élément de transposition dans l'esprit de l'autre porte un nom, qui d'ailleurs est un peu si je puis dire, à savoir l'empathie. Empathie veut dire, au fin fond, être à même de comprendre votre interlocuteur comme il se comprend lui-même. Maintenant, vous comprenez bien que si vous voulez vraiment réussir cette transposition mentale, que vous serez aidé si vous connaissez la langue de la personne concernée. Parce que la langue, comme nous l'avons dit hier, et le professeur Courtois l'a insisté également sur ce point, la langue, c'est plus qu'un moyen de communication technique. La langue, c'est un univers de valeurs, de points de vue, de manières de penser, de modes de réflexion qui est, pour ainsi dire, ancré dans cette langue, sous-entendu, implicite, très souvent, non explicité. Et comprendre une langue étrangère, c'est découvrir l'univers de l'autre, donc de comprendre, donc faire le métier de diplomate qui est celui de gérer les relations avec les autres, notamment les autres qui représentent d'autres nations, d'autres États. Deuxième point que j'aimerais mettre en relief, une fois fait le point de l'empathie, c'est le point du respect et de la reconnaissance. Vous savez tous que la reconnaissance, si ça se traduit en règle de droit, nous parlons de la reconnaissance d'un gouvernement, la reconnaissance de l'État. Nous avons aujourd'hui cette question, reconnaît-on Ouidaï comme étant le président du Venezuela? L'élément de reconnaissance est un élément très important en diplomatie. Mais cette reconnaissance, une fois de plus, reflète un respect qu'il faut à l'autre. C'est autre chose que l'empathie. L'empathie, c'est comprendre l'autre. Ici, je suis dans le registre de la reconnaissance et du respect. Le respect qu'il faut à l'autre est un élément clé en diplomatie, car ceci facilite la conversation,
facilite la transaction, facilite la négociation. Et nous savons tous d'expérience que pouvoir parler, ne fût-ce que partiellement, une langue étrangère, accueillir quelqu'un dans sa langue et non pas dans votre propre langue, répondre à certaines questions de votre interlocuteur dans sa langue, ça vous donne un crédit, ça vous donne comment dire ça, ça vous donne un crédit sur lequel vous pouvez capitaliser ensuite dans des démarches plus grandes. Ceci pour le principe même. Je dirais à la limite, lorsque j'ai partagé avec vous les concepts d'empathie, de compréhension, d'écoute, d'une part, de respect, de reconnaissance, j'ai en fait presque donné une définition de la diplomatie en vous montrant combien il est important dans cette définition, si elle veut être valable, d'importer le facteur. Maintenant, je prends un autre plan et j'analyse toujours la nécessité de connaître d'autres langues étrangères, mais là plutôt au niveau communicatif. Communicatif dans ce sens, il faut qu'on connaisse l'un et l'autre la langue dans laquelle nous parlons. Et là, bien sûr, vous allez facilement comprendre, je crois que les personnes qui vont davantage creuser ce point, c'est que lorsque vous êtes à même de comprendre ce que votre interlocuteur dit dans sa langue propre, vous avez bien sûr un avantage compétitif, si je puis dire, sur ceux qui ne sont pas à même de comprendre ce que dit votre interlocuteur dans sa propre langue. Et ça, bien sûr, ça présuppose une connaissance au moins passive de la langue étrangère. Mais bon, on peut aller au-delà, et on peut avoir la connaissance active de cette langue étrangère. À ce moment-là, non seulement vous pouvez comprendre ce que votre interlocuteur vous dit, vous aussi, vous pouvez répondre à cette langue. Je achète, et je parviendrai donc pas à mon deuxième chapitre, voire certainement pas à mon troisième chapitre, j'achète cette intervention en faisant un petit excursus dans le domaine de la négociation. J'ai moi-même eu le plaisir de pouvoir représenter notre pays au Conseil de sécurité il y a 10 ans environ, et là j'ai pu voir comment la dynamique linguistique s'est déroulée réellement lorsque vous êtes dans une négociation qui est sérieuse. Pas, savez-vous, l'échange de quelques considérations de quelques pensées qui, une fois sorti de la salle, vous laisse sidériquement froid. Donc vous êtes dans une négociation chaude, et à ce moment-là, il y a une dynamique tout à fait intéressante qui se fait, parce que vous, en tant que négociateur, vous êtes placé devant un dilemme. Et le dilemme, c'est le suivant. Comme l'a répété l'ambassadeur représentant permanent devant l'OTAN, nous avons tous des instructions de base qui sont celles que vous vous exprimez dans votre langue nationale. Et chez nous, c'est le français, comme mon collègue à l'OTAN a pu le dire, votre langue d'intervention, c'est le français. Nous, au Conseil de sécurité, on s'exprime en français. Ceci dit, lorsque, et c'est là que l'arbitrage intervient, lorsque vous arrivez à un point de négociation où vous vous dites, ici, je veux choisir entre un principe que d'aucuns appellent le chauvinisme linguistique, parler ma propre langue, et d'autre part, réussir cette négociation, sachant que si je parle peut-être la langue de mon interlocuteur avec qui j'ai un problème particulier, je gagnerai peut-être cette négociation que je perdrai par ailleurs si je continue à me figer dans ma propre langue nationale. Et ça, c'est un arbitrage délicat à faire. D'ailleurs, je peux vous dire que dans les moments chauds au Conseil de sécurité, celui qui tenait le plus à s'exprimer toujours dans sa propre langue, à savoir l'ambassadeur russe, changeait de registre, parlait le français ou l'anglais, parce que là, il savait très bien qu'on était à un point clé de la négociation et qu'il fallait mieux gagner la négociation que gagner le principe quelque peu, un peu théorique dans ces circonstances de parler sa propre langue. Une manière élégante de sortir du dilemme, c'est ce que le collègue français faisait très souvent. Il faisait son intervention en français et puis il faisait un wrap-up in English, short and cut and clear for everybody. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique. Voilà une bonne explication pourquoi il est nécessaire d'apprendre les langues. Je sais que dans la salle, il y a une petite fille.
je l'ai vu tout à l'heure. Donc on vous dit ça à l'école, il faut apprendre les langues, et bien, on comprend maintenant la nécessité. Et je trouve que vous avez été vraiment au bout. C'est à la fois l'écoute, l'empathie, la reconnaissance et le respect. Et voilà une vision de la diplomatie qui est vraiment ouverte. Donc je trouve que c'est absolument passionnant. Alors, Madame Olga Pospidou, c'est à vous. C'est à vous maintenant, et vous n'êtes pas d'une autre planète. Vous étiez multiposte, parce que vous avez fait tellement de postes dans votre carrière diplomatique, mais vous êtes multidiplômé, même de l'UNP ici en Belgique. Alors là, ça c'est remarquable. Vous êtes multidiplômé, et donc voilà, vous avez un rôle vraiment très important dans l'interprétation au niveau des communautés européennes, et vous avez aussi fondé une maîtrise européenne en interprétation des conférences. Et vous êtes aussi, parce que ça ne figure pas dans votre petite notice, vous avez fondé un réseau mondial de responsables des services d'interprétation, qui sont quand même des dimensions vraiment importantes. Et puis je vous ai demandé quel était le point qui pour vous était le plus important dans ces journées. Vous avez dit, je le cite vous-même, eh bien c'est que la langue et la culture française vous ont façonné. Alors là, ça c'est vraiment magnifique, et donc vous avez la parole. Je voudrais remercier les organisateurs pour cette magnifique initiative. Je voudrais aussi les remercier de m'avoir invité ici. Après toutes ces interventions très importantes d'hier et d'aujourd'hui, je me demande s'il reste grand-chose à dire. Mais permettez-moi de commencer d'abord avec un jour d'avance en souhaitant aux femmes présentes aujourd'hui une bonne journée de la femme demain. Je le fais pas seulement parce que demain c'est le journée de la femme, mais aussi parce que ce sont les femmes qui nous donnent la langue maternelle. Ça me permet de faire le lien avec le sujet qui vous intéresse, les langues. Langue maternelle, pourquoi c'est si important? On venait de dire que certains pourraient dire que c'est du chauvinisme linguistique. Eh bien, je répondrai de dire que la langue n'est pas seulement on n'entend rien. N'est pas seulement un moyen de communication, mais c'est un vecteur de culture et de théorie universelle. C'est notre vision du monde. Et ce qui se passe actuellement dans un complexe de globalisation, c'est qu'à travers la langue unique qu'on essaye d'imposer, c'est la vision unique du monde qui est en train de prendre le dessus. Et c'est pour cela qu'il est tellement important d'avoir un mouvement spontané. J'aime pas beaucoup les mouvements désorganisés, mais un mouvement spontané comme les jeunes font actuellement en faveur du climat. Je crois qu'il faut un réveil, un mouvement spontané contre cette application d'une vision unique du monde. Il est très important de comprendre que notre langue et notre culture doivent être préservées dans un contexte globalisé. Cette vision qui n'a pas toujours été le cas et qui est aujourd'hui en train de façonner la jeunesse, peut être comparée à une dictature de la pensée. Et avec ce qu'on a dit hier, qu'il n'y a que 37% des citoyens européens de l'Union européenne qui comprennent l'anglais, ceci équivaut à dire que le 63 des citoyens restants ne comprennent pas et donc ne participent pas à la construction européenne. Il n'est pas... On peut se demander, par conséquent, pourquoi il y a ce désamour de la démocratie européenne, pourquoi il y a cette tendance à se rapprocher de partis extrémistes. Et on peut se demander si les économies, soi-disant, qu'on fait en utilisant une seule langue, ne nous conduit pas
à devoir payer ce qu'on ne paye pas en traduction et en interprétation, si on ne paye pas ça par après avec des campagnes de sensibilisation pour essayer de rapprocher les citoyens. Si on ne tient pas compte de, comme vous venez de dire, de l'empathie en se rapprochant des citoyens, en se rapprochant des citoyens par leur langue, par leur vision du monde, je crois que cette merveilleuse aventure qu'est l'unification européenne échouera. Et j'espère qu'il y aura un réveil qui nous permettra à tous de comprendre qu'il est tellement important d'utiliser vraiment les langues. Pas seulement un réveil à cause de la globalisation, mais parce que c'est un moment historique. Brexit. En même temps, éloignement des relations entre l'Europe et son allié traditionnel, les États-Unis. Cette situation est une situation qui ne se présente pas deux fois dans la vie des citoyens. Et je crois que c'est une alerte que nous devons utiliser pour établir les choses. Comment le faire? Il faut rester très pratique. D'abord, il faut comprendre qu'au sein de l'Union européenne, comme on a déjà dit, on a décidé, avec le règlement numéro 1 de 58 du Conseil, on l'a déjà dit hier, que toutes les langues sont langues officielles. Comme l'égalité entre hommes et femmes, est-ce que le multilinguisme est un mythe ou une réalité? Il faut bien se demander. Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent, voyons voir, le Conseil de l'Europe, l'OTAN, n'a que 2 langues. Les Nations Unies, avec tous les pays du monde qui participent, n'a que 6 langues. Est-ce que c'est vraiment réaliste d'avoir 24 langues pour l'Union européenne? Tout d'abord, il faut savoir que chaque institution de l'Union européenne a un régime de travail adapté à ses propres besoins. Le Parlement européen, jusqu'à très récemment, utilisait vraiment toutes les langues. Et on me disait, mais pourquoi? Eh bien, il faudra dire que contrairement aux autres assemblées que je viens de mentionner, le Parlement européen est la seule assemblée multinationale au monde élue au suffrage universel direct. La seule. Ce n'est pas le cas pour l'Assemblée du Conseil de l'Europe, ce n'est pas le cas pour l'Assemblée de l'OTAN, ce n'est pas le cas pour les Nations Unies, où les représentants sont choisis par les administrations nationales. Et qui dit élu au suffrage universel veut dire que l'élection se fait par les citoyens, et les citoyens doivent être en mesure de contrôler leurs représentants et ce qu'ils disent. Et donc, cette réalité, qui était la réalité du Parlement européen, ces dernières années, est en train de changer, subrepticement. Non pas par des changements politiques, non pas par des changements de traités, mais par des petites modifications administratives, dont personne ne se rend compte au moment où elles se passent, et qui changent le tout pour le tout. Et donc, si on veut être vigilant, c'est un travail de tous les jours. Cette réunion, cette conférence est quelque chose de très important, mais il ne faut pas que ça reste de quelque chose qui est limité à la bulle de Bruxelles, qui est beaucoup plus sensible à ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un mouvement spontané qu'il faut faire dans tous les États pour faire comprendre que le respect dont vous avez parlé et qui est un élément essentiel d'une coexistence pacifique, ce respect doit se manifester
dans la vie des organisations internationales de tous les jours et que nous sommes tous responsables pour contrôler que ce qui est décidé par les politiques soit appliqué par les administrations dans la vie de tous les jours. Je ne voudrais pas vous mettre dans la situation de nous montrer le carton. Je me réserve donc la possibilité de revenir avec une proposition tout à fait concrète et spécifique tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. C'est pas pour prendre des livres, c'est pour avoir l'heure. Merci beaucoup, merci bien, parce que c'est vraiment passionnant ce que vous avez dit. Oui, si on veut participer à la construction européenne, on doit maintenant on doit y aller. On est tous responsables, ça je trouve un thème magnifique. On est tous responsables. On doit demander aux autorités publiques des comptes, à des comptes budgétaires, mais des comptes. C'est ça la notion de responsabilité. Oui. Et les comptes budgétaires, comme j'ai dit, c'est des faux comptes budgétaires. Il ne faut pas mettre le doigt uniquement sur le coût de la traduction et de l'interprétation en laissant tomber tous les coûts qui sont engendrés par la non-utilisation de la langue. Madame Parmelot, bravo. Excusez-moi, ce sont parfois des arguments et des paroles. Mais il faut vraiment aller au bout des choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je dis que c'est le directeur comme ça, mais c'est un petit peu quand même. Et donc, demain, il va faire la tête, parce que c'est ça, demain. Bien, alors maintenant, nous passons à notre troisième intervenant, Stéphane Lefebvre. Alors, Stéphane Lefebvre, vous avez joué un rôle bien important dans toute la question de la francophonie, c'est vrai, on l'a beaucoup cité hier, et donc vous connaissez cette matière. Et je dirais c'est vraiment non seulement cette matière, mais cette exigence, cet objectif politique. Mais je trouve que vous êtes vraiment ici le mieux placé pour bien montrer que le multilinguisme et la francophonie sont au cœur des débats sur l'avenir de l'Europe. Et ça, je crois qu'il faut y insister, et y insister non pas lourdement, mais fortement. C'est vraiment au cœur des débats sur l'avenir de l'Europe et en même temps aussi des équilibres géopolitiques internationaux. Voilà, vous avez la parole aussi pour vous. Merci. Le temps de vous écouter, je passerai les remerciements aux organisateurs, co-organisateurs, et je ne citerai pas les titres, grades et qualités qui se trouvent dans cette salle. Je crois que nous devons revenir au-delà des propositions très concrètes que nous font en deuxième partie de cette table ronde sur une situation sur la cause d'une situation qui est cette dégradation décrite en particulier pour l'Union européenne, mais on pourrait citer les autres organisations multilatérales. Et la cause de cette dégradation, c'est une absence de conscience linguistique. Et associé à cette absence de conscience linguistique, il y a une absence de conscience je dirais, des dégâts interculturels relatifs à une dégradation du multilinguisme et de la connaissance des langues des autres. Nous avons dans la francophonie 88 États et gouvernements, et parmi ces 88 États et gouvernements, nous avons le Québec et nous avons la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a chez ces deux entités une conscience linguistique très forte, mais c'est rare, ça n'est pas courant. Après, nous avons un pays comme la France, qui lui a une conscience linguistique, mais souvent une conscience linguistique sur l'écrit. C'est amusant, les Français sont très attachés à la norme de l'écrit et moins attachés à la diffusion de la langue à l'international, alors que la France dispose d'un réseau exceptionnel d'instituts français, d'alliances françaises, de lycées français et d'établissements. La question de la conscience linguistique est quelque chose d'important parce que ceux qui ne l'ont pas, et c'est le cas beaucoup dans les institutions européennes, s'intéressent à d'autres éléments, en particulier la vitesse de travail, l'efficacité que permet de ne pas traduire, de ne pas interpréter, d'utiliser une langue commune que moi j'appelle la langue commune de l'approximation. Parce que comme on l'a dit hier à plusieurs reprises, la maîtrise de l'anglais est quelque chose sur lequel
il faut bien le dire, nos systèmes éducatifs ont relativement échoué. Quand on entend les chiffres cités, 37% d'Européens, ça fait combien d'années que nos systèmes éducatifs enseignent l'anglais 37% de citoyens français qui disent maîtriser l'anglais. Pas du tout certain que ce soit le cas. Si on les faisait tester par les linguistes du Parlement européen, on aurait certainement des surprises. Et on voit, c'est un fait connu, que la qualité de l'anglais, c'est plus un anglais d'aéroport, d'hôtel, un anglais d'affaires et de négociation en intercompréhension, plus qu'un anglais de subtilité. Or, la négociation, la diplomatie, c'est la subtilité. Tout est important, chaque mot est important. Donc, les gens qui n'ont pas de conscience linguistique, en quelque sorte, font l'impasse sur cette subtilité, ils font l'impasse sur ce qu'évoquait Olga Kosmitou et qui me semble déterminant dans l'époque où nous sommes et au moment où nous sommes dans l'Union européenne, qui est la question du coût démocratique. Il ne faut pas s'arrêter au coût budgétaire, il y a 1 euro par citoyen. Il y a un coût démocratique dans la destruction du multilinguisme. Or, il faut être réaliste. Quand on arrive à des statistiques comme celles que l'on reçoit des institutions européennes, ce n'est pas l'Organisation internationale de la francophonie qui fabrique ces statistiques, et que, par exemple, dans les écrits, les documents présentés en première rédaction, on arrive au Conseil européen selon les présidences, mais généralement, à des statistiques de 90% des documents écrits d'abord en anglais. Que nous avons à la Commission européenne des statistiques de 82% des documents d'abord rédigés en anglais. Et qu'au service européen d'action extérieure, nous sommes à 90,9%, comment ose-t-on encore parler de multilinguisme? Si vous avez des statistiques de cette nature pour la première rédaction en anglais, vous trouvez des statistiques que je trouve, moi, insultantes pour les autres peuples, qui sont 1,22 pour les autres langues, c'est-à-dire ni le français ni l'allemand. C'est ça le multilinguisme de l'Union européenne aujourd'hui. C'est 1,22% au Conseil pour les autres langues. C'est 11,7% à la Commission pour les autres langues. Donc nous sommes sortis du multilinguisme. Il faut être réaliste. Le slogan, la maxime de l'Union européenne, unité dans la diversité, oui, mais quelle diversité? Celle-là, cette diversité-là, ça n'est pas un respect de la diversité. Or, nous avons un souci, Olga a mis le doigt sur ce souci, qui est le souci de relation au peuple. Alors, les gens qui pensent que la langue, le directeur d'institut l'a évoqué, que la langue est un tuyau dans lequel on peut faire passer n'importe quel contenu, et n'importe qui pourrait utiliser ce tuyau comme il le souhaite, sont des gens d'une très grande naïveté. Ça fait pratiquement un siècle que les psycholinguistes ont démontré que la langue est une matrice qui structure la pensée, qui structure la représentation, qui est porteuse d'un héritage, d'un cheminement existentiel d'une société. Donc, lorsque l'on privilégie une langue globale, on privilégie les représentations de cette communauté, qui sont des représentations tout à fait acceptables, mais qui sont celles d'une communauté. Le monde est bien trop complexe pour être perçu sur la base du filtre d'une communauté. Et se résigner à ça, c'est en quelque sorte une servitude volontaire. Parce que nous avons ici d'éminentes personnalités qui connaissent les statuts des traités de l'Union européenne. Il n'a jamais été demandé aux fonctionnaires de renoncer à leur langue. Personne n'a dit qu'il fallait renoncer à sa langue. Et il y a une armée, probablement interprète et de traducteurs, la plus grande au monde, au Parlement, à la Commission, avec des milliers, des centaines de linguistes spécialisés qui ont un esprit très particulier, qui sont des ponts interculturels. Ça n'est pas les mots qui traduisent, c'est la pensée. Ça, là, c'est spécial. Donc, utiliser sa langue maternelle, lorsque l'on travaille sur l'avenir des peuples européens, c'est pas juste une question décorative, cosmétique. C'est pas juste le respect des traités, c'est un devoir. Imaginez au Parlement européen que des députés se voient confier des projets de loi, et que ces projets de loi leur arrivent en anglais.
nombreux ne sont pas anglophones et ne maîtrisent pas bien l'anglais. Mais enfin, comment peut-on parler de démocratie européenne dans un système où un député est obligé de statuer pour amender un texte dans une langue qu'il ne maîtrise pas? Tout ça pour aller vite. Mais enfin, aller vite, pourquoi faire? Nous sommes en train de construire l'Union européenne à marche forcée, avec une grande insatisfaction par ailleurs. Nous ne sommes pas satisfaits de la vitesse à laquelle les choses avancent, du champ sur lequel l'Union européenne se positionne. Mais ce que nous devons craindre, c'est effectivement qu'un jour nous constations qu'à force de construire cette Union européenne dans une langue qui n'est pas maîtrisée par la totalité de la population européenne, dans une langue qui est en plus celle, on est obligé de faire référence à ce contexte, de ceux qui quittent le projet européen, eh bien, en se retournant, nous allons constater que les peuples ne nous suivent plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors peut-être que ça n'est pas que pour des raisons linguistiques, mais au lieu de s'affoler de cette perspective de la montée des populismes, il faudrait se poser la question de la manière dont on les alimente. Et une des manières de les alimenter, c'est l'activité qui consiste entre Happy Few, les quelques élus qui ont eu la chance, dans leur système éducatif, effectivement, d'avoir accès à cette langue anglaise, plus ou moins bien, de traiter les affaires du monde, dans le but parfait mépris des autres. Et ça, cette époque-là, elle est révolue. Ceux qui n'ont pas compris vont au-devant de sérieuses mauvaises surprises. Et je conclurai là-dessus. Les réseaux sociaux, les chaînes d'actualité en continu, mettent l'information à disposition, la bonne ou la mauvaise, la vraie ou la fausse, du citoyen moyen. Et ces citoyens ne vont plus tolérer que la construction européenne, la construction du monde, la régulation du monde, soit confisquée par quelques-uns, et que finalement, leur identité soit niée, leur identité soit piétinée. Et c'est une responsabilité individuelle, car il n'y a pas de police linguistique, et le l'IEF n'est pas une police linguistique. Moi, on m'invite dans toutes sortes de séances, avec toutes sortes de publics, diplomates, acteurs économiques, fonctionnaires, et on me dit, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que l'OIF peut faire? L'OIF ne peut rien faire. C'est une responsabilité de chacun. Nous avons 19 États membres à l'intérieur de cette organisation qui sont membres de l'Union européenne. L'OIF n'est pas une organisation, c'est pas un club de mondanité. Il y a des responsabilités politiques. 19 États ont choisi d'adhérer à cette organisation. De nouveaux États sont entrés à Erevan. Il y a des responsabilités linguistiques. La base de notre organisation, c'est la langue française que nous avons en partage. Il y a donc des responsabilités des États. Il y a les responsabilités des individus qui sont ressortissants de ces États, à la fois sur l'usage de la langue française et sur l'usage de leur propre langue et sur le respect du multilinguisme. Pardonnez-moi, excusez-moi, je vous remercie beaucoup d'être d'une manière aussi forte. Et c'est important de montrer que cette question des langues, bien sûr, le coût budgétaire est essentiel, mais le coût démocratique est essentiel. Et ça, maintenant, vous l'avez montré de manière, je trouve, vraiment remarquable. Je vous connais votre thème en disant, si on se confie l'unilinguisme, on rentre dans une servitude volontaire. Et ça, c'est le cas, dans une servitude volontaire. Alors, vous parlez effectivement du Parlement.